voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous remercier pour d'avoir répondu à notre invitation et évidemment de suivre avec nous les travaux du Conseil de la Banque de ce mois de septembre, qui est l'avant-dernière réunion au titre de l'année 2022. Je m'excuse en même temps d'avoir un petit peu tardé vis-à-vis de vous. D'abord parce que ça a pris du temps au niveau du Conseil, au niveau de la discussion du Conseil, et puis on m'a un petit peu bloqué au niveau de certaines déclarations pour ce qui est de la télévision et de la presse radio. Voilà, donc comme d'habitude, je vais essayer de résumer un petit peu tout l'argumentaire qui a fondé la décision du Conseil, et puis, comme nous nous connaissons, nous allons passer à vos questions, et il y en aura certainement pas mal, aussi bien au niveau de la décision prise que des autres points qui vous intéressent habituellement. Bien, lors de sa réunion aujourd'hui, le Conseil a analysé les développements de la conjoncture internationale et relevé qu'elle reste marquée profondément par les séquelles de la pandémie et les implications de la guerre en Ukraine, à travers notamment la persistance du renchérissement des produits énergétiques et alimentaires, ainsi que par les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Ces évolutions poussent l'inflation vers des niveaux exceptionnellement élevés, ce qui amène les banques centrales à renforcer le resserrement rapide et largement synchronisé de leur politique monétaire, induisant un ralentissement sensible de l'économie mondiale après le rebond qu'elle a connu en 2021. Non seulement le ralentissement, mais dans certains pays, on parle même de récession. Au niveau national, le Conseil a noté que l'économie continue de pâtir de cet environnement externe défavorable et des répercussions d'une sécheresse particulièrement sévère, avec une nette décélération de la croissance et une forte accélération de l'inflation. Donc, décélération de la croissance, forte accélération de l'inflation. Cette dernière continue d'être alimentée par des pressions d'origine externe, mais les dernières données disponibles montrent une large diffusion vers les prix des produits et bien des produits non échangeables, c'est-à-dire les produits internes. Par rapport à ces prévisions de juin, Banque al-Maghrib table désormais sur un niveau d'inflation nettement plus élevé en 2022, suivi d'un ralentissement moins marqué en 2023. Pour prévenir tout désancrage des anticipations d'inflation et assurer les conditions d'un retour rapide à des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix, le Conseil a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 2%, tout en continuant à suivre de près la conjoncture économique au niveau national et international, et en particulier l'évolution des pressions inflationnistes. Donc, en ce qui concerne l'environnement international, bien, c'est une nouvelle révision à la baisse des perspectives économiques mondiales. Par rapport à l'édition de juin, la croissance mondiale a été révisée à la baisse de 0,1 point de pourcentage à 2,8 en 2022 et maintenue inchangée à 2,6 en 2023. Aux États-Unis, après s'être rétablie à 5,7 en 2021, la croissance ralentirait à 1,6 en 2022, puis à 1,1 en 2023. Dans la zone euro, le rythme de l'activité devrait passer de 5,4 en 2021 à 3 en 2022, puis à 0,7 en 2023. Au niveau des principaux pays émergents, la croissance économique ralentirait à 3,4 en Chine en 2022 au lieu de 8,5 en 2021, mais devrait par la suite s'accélérer à 6,1. En Inde, elle se stabiliserait autour de 6,6 en 2022-2023, après 8,3 en 2021. Pour la Russie, le PIB devrait se contracter de 5,4 et 3,6 respectivement en 2022 et 2023. Mais la situation sur le marché du travail
reste toujours favorable dans les économies avancées en 2022. Sur les marchés du travail, le taux de chômage devrait baisser en 2022 dans les principaux pays avancés avant de s'inscrire en hausse à partir de 2023. Les États-Unis, ils diminueraient de 5,4 en 2021 à 3,6 en 2022, puis augmenteraient à 4,3 en 2023. Zone euro, ce taux reculerait de 7,7 en 2021 à 6,6 en 2022, puis à 6,5 en moyenne en 2023, avec des niveaux largement contrastés d'un pays à l'autre. Effectivement, sur le marché du travail, nous avons l'Allemagne qui tournera toujours autour de 3,2 et le plus haut chiffre est au niveau de l'Espagne qui reste encore autour de 13% en ce qui concerne le chômage. Pour ce qui est des cours des matières premières, d'ailleurs là aussi, ce sont des éléments que nous vous fournissons régulièrement. Sur le marché des matières premières, les prix des produits énergétiques continueraient d'évoluer à des niveaux élevés. Malgré une tendance baissière, durant les 3 derniers mois, le prix du Brent devrait ressortir à des niveaux très élevés, s'établissant en moyenne à $104 le baril en 2022, avant de reculer à $93,5 en 2023, et ce, après $70 en 2021. Les prix du phosphate et dérivés devrait enregistrer un accroissement notable en raison de la flambée des coûts des intrants et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Il progresserait en 2022 de 42% pour le phosphate brut à $175 la tonne et de 49,8% pour le DAP à $900 avant de reculer de 8,6% et de 11% respectivement en 2023. Pour les produits alimentaires, c'est la même chose. Il resterait élevé en raison de la persistance de la pression sur l'offre mondiale et de l'augmentation des coûts des intrants, notamment énergétiques. L'indice FAO ressortirait en hausse de 15,4% en 2022 avant de diminuer de 8,1% en 2023. Tout ça entraîne des niveaux exceptionnellement élevés de l'inflation. L'inflation continue d'évoluer à des niveaux très élevés, jamais enregistrés depuis des décennies dans plusieurs pays. Aux États-Unis, après un pic de 9,1 au cours du mois de juin, elle ressortirait à 8,2 sur l'ensemble de cette année avant de revenir à 4 en 2023. Zone euro, et s'est située elle aussi à 9,1 en août et s'établira en moyenne à 7,7 en 2022 avant de décélérer tout au long de 2023 à mesure que les chocs d'offres se dissipent pour ressortir à 3,7%. Dans les pays émergents, elle s'élèverait en particulier à 7,3 en 2022 et à 6 en 2023 en Inde, alors qu'en Chine, elle resterait contenue avec des taux de 2,5 et 2,7. Donc la Chine constitue une exception dans le cadre de cette pression inflationniste qui connaissent véritablement une explosion au niveau mondial. Cela entraîne nécessairement un resserrement rapide des politiques monétaires. Face à la persistance des niveaux élevés de l'inflation et aux craintes d'un désancrage des anticipations d'inflation, les banques centrales accélèrent et renforcent le resserrement de leur politique monétaire malgré les risques de récession dans plusieurs économies, notamment avancées. L'enclenchement de spirales inflationnistes auto-entretenues est jugé plus néfaste pour la croissance à long terme qu'un resserrement rapide. Je vous demande de garder ça en tête, nous y reviendrons tout à l'heure. Ainsi, la Fed a décidé lors de sa réunion des 20 et 21 septembre de relever une nouvelle fois de 3/4 de point de pourcentage la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, donc à 3,25, et a indiqué que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées et qu'elle continuera de réduire la taille de son bilan conformément au plan annoncé en mai. Quant à la BCE, elle a opéré le 8 septembre une hausse de ses taux directeurs de 75 points de base, tout en maintenant le réinvestissement en totalité des remboursements relatifs au principal des titres arrivant en échéance acquis dans le cadre de ces programmes d'achat d'actifs. Elle a également précisé qu'elle prévoit d'autres augmentations lors de ces futures réunions. Outre les banques centrales, les gouvernements de nombreux pays ont mis en place des mesures diverses
pour atténuer l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages et sur le coût de production des entreprises. Là aussi, on reviendra là-dessus lors de vos questions. Vous avez entendu parler du programme, bien sûr, des États-Unis de 500 milliards de dollars, de l'Allemagne des 65 millions d'euros, milliards d'euros, et d'autres pays aussi. Donc, on y reviendra. Alors, maintenant, au plan national et avec nos perspectives, bien sûr, macroéconomiques. Pour ce qui est de l'inflation, comme je l'ai indiqué, l'inflation a poursuivi son accélération entamée depuis septembre 2021 pour atteindre en août son plus haut niveau depuis mars 1992. Ça veut dire depuis 30 ans. Elle s'est établie à 7,7 en juillet, à 8 en août, portant sa moyenne à 5,8 sur les 8 premiers mois de l'année. Cette évolution reflète principalement l'accroissement des prix des produits alimentaires et des carburants et lubrifiants. Les produits alimentaires à prix volatile se sont renchéris de 13% en moyenne en juillet et août, après 6,4% au deuxième trimestre, et ceux inclus dans l'inflation sous-jacente ont vu le prix progresser de plus de 14% au lieu de 12% au deuxième trimestre. Vous avez le tableau, on y reviendra, et de toutes les façons, mon intervention vous sera distribuée à la fin quand on aura terminé la réponse aux questions. Mais ce qu'on remarque, et c'est ce qui est nouveau par rapport à juin, c'est une diffusion plus large des pressions inflationnistes. La diffusion de la hausse s'élargit. Sur les 116 sections de produits et services qui composent le panier de référence de l'indice des prix à la consommation, donc établi par le HCP, plus de 60% ont connu une augmentation de plus de 2% en août, contre 42% en janvier 2022 et 23% en moyenne entre 2018 et 2019. Donc vous voyez qu'en juin, on avait une augmentation des non échangeables ici au Maroc de l'ordre de 1,4. Donc c'est pour cela qu'en juin, on a dit que c'était essentiellement d'origine externe. Maintenant, elle est à la fois d'origine externe, mais aussi d'origine interne. Et quand on voit les prix des produits non échangeables dans leur globalité, eh bien, on le voit que en global, ils ont fait en août une augmentation de presque de 3%, de 2,8%. La persistance des prix élevés des matières premières alimentaires et énergétiques porterait l'inflation à un niveau élevé en 2022, soit 6,3. En juin, on avait dit que c'était 5,7 au lieu de 1,4 en 2021. 6,3 en 2022 contre 1,4 en 2021. En 2023, l'inflation devrait revenir à 2,4 en moyenne, mais avec, bien sûr, la décision qui a été prise au niveau du taux directeur de la Banque centrale. Nous avons inclus, je dirais, l'effet de l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale. Sa composante sous-jacente devrait également s'accélérer de 1,7 en 2021 à 6,3 en 2022, tirée principalement par sa composante alimentaire, avant de se modérer graduellement et ressortir à 2,5 en moyenne en 2023, là aussi à cause d'une décision qui a été prise au niveau du Conseil. Pour ce qui est de la croissance, eh bien, il y aura une forte décélération de l'économie nationale en 2022. Après un rebond à 7,9 en 2021, bien sûr, le rebond, il faut tenir compte de l'effet de base à cause du chiffre négatif que nous avons eu en 2021. La croissance de l'économie nationale ralentirait à 0,8 en 2022, résultat d'un recul de 14,7 de la valeur ajoutée agricole et d'une décélération de 3,4 du rythme des activités non agricoles. Rappelons que pour 2022, le chiffre de la campagne a été fixé à 34 millions de quintaux. En 2023, la croissance s'établirait, selon les projections de Banque al-Maghrib, à 3,6 avec un redressement de 11,9 de la valeur ajoutée agricole, sous l'hypothèse d'un retour à une production céréalière moyenne de 75 millions de quintaux et un ralentissement à 2,5 du rythme des activités non agricoles.
Du côté de la demande, l'évolution de la croissance économique en 2022 devrait recouvrir une contribution positive de sa composante intérieure, alors que des exportations nettes ressortiraient négatives. Pour ce qui est du marché du travail, nous n'avons encore que les chiffres du deuxième trimestre de 2022 du HCP, c'est ceux dont nous disposons, et l'économie nationale a connu au deuxième trimestre 2022 une création de 133 000 emplois au niveau national contre 405 000 un an auparavant. Donc nous comparons le deuxième trimestre 2022 au deuxième trimestre 2021. Tenant compte d'une sortie nette de 86 000 demandeurs d'emploi, le taux d'activité a accusé une baisse revenant de 46,1 à 45,2. Dans ces conditions, le taux de chômage a reculé de 12,8% à 11,2% au niveau national, de 18,2 à 15 en milieu urbain et de 4,8 à 4,2 en zone rurale. Pour les jeunes, de 15 à 24 ans en particulier, ce taux a enregistré une diminution de 0,6 à 30,2% globalement et de 0,8 points à 46,4% dans les villes. En ce qui concerne le compte extérieur, il y a une forte dynamique des échanges extérieurs et un allègement du déficit du compte courant à moyen terme. En effet, les exportations devraient s'améliorer de 34% en 2022, tirées essentiellement par la hausse des ventes du phosphate et dérivés, qui vont plafonner à 144 milliards de dirhams, alors qu'en 2021, ils étaient à 80 milliards de dirhams, et l'automobile à près de 100 milliards, donc l'automobile 100 milliards, le phosphate 144 milliards, et en 2023, eh bien, elle reculerait de 1,1% avec la baisse relative du cours des phosphates et dérivés. En ce qui concerne les importations, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, ils progressent de 34,5%, mais principalement à cause de l'alourdissement de la facture énergétique qui va atteindre 135 milliards de dirhams. En 2021, nous étions à une facture de 75 milliards et une augmentation des achats de demi-produits à 167 milliards. On était à 115 en 2021. En 2023, il diminuerait de 4,6 en lien principalement avec le repli prévu des cours des produits pétroliers et des approvisionnements en blé. Mais ce qui est les deux chiffres très intéressants et qui sont positifs, c'est la réouverture des frontières et la régression notable de la pandémie au niveau mondial. Eh bien, les recettes de voyage ont atteint presque 37 milliards de dirhams sur les 7 premiers mois en 2022 et devraient, selon nos prévisions, eh bien, ressortir à 79 milliards,8 dirhams après 34 milliards en 2021. Et je rappelle qu'on dépasse le chiffre de 2019 qui était de 78,7 milliards. Et en 2023, elle se stabiliserait à ce niveau-là. Donc, très bonne performance selon nos projections. Nous espérons que le mouvement qui a été opéré jusqu'en juillet va devoir continuer d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est des MRE, eh bien, les transferts des Marocains des résidents à l'étranger, là aussi, il doit marquer une progression exceptionnelle. On va presque atteindre les 100 milliards de dirhams en 2022, contre 93 en 2021, alors qu'on croyait que le chiffre de 2021 était déjà un chiffre record. Non, en 2022, bien, nous avons, selon nos projections, nous pouvons atteindre 100 milliards, et avant de revenir autour de 14 ou 93 milliards de dirhams en 2023. Dans ces conditions, le déficit du compte courant terminerait l'année 2022 à 3,2% du PIB, avant de s'atténuer à 1,9% en 2023. Évidemment, si on prend en compte les recettes des IDE qui se maintiendraient selon nos projections autour de 3,2% du PIB annuellement sur les 2 prochaines années, après 2,5 en 2021 et 2,3 en 2020, eh bien, les avoirs
officiel de réserve se situerait à 343 milliards de dirhams 2022, 360 milliards 2023, disons que grosso modo, qu'en 2022 et 2023, il couvrirait à peu près 6 mois d'importation de biens et services. Bien sûr, ces chiffres-là tiennent compte des financements extérieurs prévisionnels qui ont été prévus par le Trésor. En ce qui concerne le taux de change effectif en 2022, eh bien, le taux de change effectif réel du dirham devrait se déprécier de 1,8 en 2022. Il est le résultat principalement d'une baisse de la valeur de la monnaie nationale en termes nominaux, en lien avec la forte appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro, induite notamment par la divergence des rythmes de resserrement des politiques monétaires des deux banques centrales Fed et BCE, et aussi des niveaux d'inflation domestique inférieurs à celui des pays partenaires et concurrents. En 2023, ce taux de change effectif réel connaîtrait une légère appréciation de 0,4 en lien avec celle en termes nominaux et atténuée par un niveau d'inflation domestique toujours inférieur à celui des pays partenaires. Mais je dois apporter tout de suite une précision. Comme trimestriellement, nous réalisons par Banque Maghreb les évaluations en ce qui concerne le désalignement du dirham, eh bien, nous avons réalisé encore une fois ces évaluations trimestrielles et nous continuons, ces évaluations continuent de montrer l'absence de signes de désalignement du dirham par rapport aux fondamentaux de l'économie marocaine, et cela selon les différentes méthodes adoptées par le Fonds monétaire, qui sont principalement de trois catégories différentes. En ce qui concerne le crédit bancaire et conditions monétaires, le taux moyen pondéré global des taux débiteurs est resté quasiment inchangé d'un trimestre à l'autre, à 4,29 au deuxième trimestre 2022. Par secteur institutionnel, le taux appliqué au crédit à la consommation des particuliers ont reculé de 18 points de base, alors que ceux assortissant les crédits immobiliers et l'équipement octroyés aux entreprises ont connu des hausses respectives de 30 et 29 points de base. Le tableau que vous avez devant vous détaille tout cela et vous l'aurez dans le cadre de la distribution de ma note de présentation. En ce qui concerne le crédit bancaire, au secteur non financier, il a enregistré jusqu'en juillet une progression de 4,6 contre 3,9 un mois auparavant, tiré notamment par le rythme rapide de la hausse des facilités de trésorerie, en particulier celles destinées aux sociétés pétrolières et céréalières. D'ailleurs, on en discutera, on le voit sur le marché interbancaire des devises, le gros est tiré par les importations à la fois énergétiques, pétrolières et céréalières. Il devrait ressortir en hausse de 4% au terme de cette année et de 3,6% en 2023. Mais avec ça, les créances en souffrance ont connu une augmentation qui concerne aussi bien les ménages que les entreprises, et leur ratio par rapport à l'encours du crédit bancaire est passé de 8,4 à 8,8 en juillet. Pour ce qui est du déficit budgétaire en 2022-2023, l'exécution budgétaire au titre de 8 premiers mois de l'année fait ressortir un déficit de 30,4 milliards de dirhams en allègement de 18 milliards par rapport à fin août 2021, et cette évolution reflète une amélioration de 24,5% des recettes ordinaires portées principalement par une augmentation notable des rentrées fiscales et un alourdissement de 13,1% des dépenses globales, traduisant en particulier la hausse de la charge de compensation qui est maintenant prévue pratiquement de doubler, qui était inscrite au niveau de la loi de finances pour 16 milliards, mais qui, dans les prévisions du ministère et les nôtres, bien atteindrait 32 milliards de dirhams au titre de l'année 2022. Tenant compte de la progression attendue des recettes fiscales, de la mobilisation au titre des financements spécifiques ainsi que de l'évolution prévue de la charge de compensation, le déficit budgétaire devrait, selon les projections de Banque Maghreb, passer de 5,9 du PIB en 2021 à 5,5 en 2022 avant de s'atténuer à 5 en 2023. Dans ces conditions, l'endettement du Trésor, et c'est par là qu'on termine la présentation,
l'endettement du Trésor devrait passer de 68,9 du PIB en 2021 à 69,2 en 2022 et 69,1 en 2023, c'est-à-dire qu'il tourne à un peu moins de 70%. Sa composante intérieure passerait de 53 en 2021, elle resterait pratiquement autour de 53% en 2000 et elle va pouvoir diminuer légèrement à 52,2 en 2023 d'un point. Celle extérieure augmenterait légèrement de 15,9 en 2000 à 16 en 2022 avant de s'accroître à 16,9% en 2023. J'ai essayé d'aller vite, de vous donner le contenu le plus essentiel que vous avez suivi mais qu'on va vous distribuer. Vous avez le communiqué du Conseil et vous avez le rapport de politique monétaire qu'on vous distribue régulièrement au titre de notre point de presse. Maintenant, la parole est à vous, à vos questions. Je pense qu'il n'en aura pas beaucoup. Hein? Très bien. On va commencer droite-gauche. Et donc, vous pouvez commencer, madame, puisque vous êtes à droite. Et on commence par une dame. Si vous voulez vous annoncer pour vos collègues, pour moi-même, comme ça, on prendra connaissance de votre appartenance et de vos questions. Yallah, bismillah. Merci, Monsieur Louali. Faites Tounessi de l'économiste. J'ai 2 ou 3 questions quant à votre exposé. La première est relative, bien sûr, à la hausse des taux. Vous avez toujours été très tempéré quant à une hausse des taux au regard de son impact sur la croissance économique, maintenant que c'est inévitable. Quelles sont, à votre sens, les mesures ou les mécanismes à mettre en marche pour résorber cet impact, notamment sur l'investissement? Ma deuxième question est relative au Trésor. Il était prévu que le Trésor fasse une sortie à l'international avant fin 2022. On est en septembre et il n'y a toujours pas de sortie à l'international, sachant que le fait que le Trésor se finance sur le plan national, sur le marché domestique, ça exacerbe un petit peu les tensions. Et à votre avis, est-ce qu'il va y avoir une sortie? À quelles conditions? Tout en sachant aussi que sur l'international, les resserrements des politiques monétaires, est-ce que, à votre avis, cette sortie est opportune ou pas? Troisième question, elle est relative à la dépréciation du dirham. Vous suivez bien sûr le Banque El Maghreb suit enfin, tout ce qui concerne la dépréciation du dirham. Est-ce qu'il y aura une intervention de Banque El Maghreb dans ce sens? Et voilà, donc c'est tout. J'ai compris. J'ai bien compris. Bien. Comme d'habitude, je réponds aux questions peut-être pour éviter qu'elles se répètent et que peut-être que ce que je vais dire peut déjà répondre à d'autres préoccupations. Bien sûr. Écoutez, d'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Bien sûr qu'on a fait l'impact sur la croissance. Elle n'est pas énorme. Elle tourne autour peut-être 0,1, 0,02 points, 0,1% ou 0,2%. Mais le problème pour nous a été véritablement de bien voir que le fait de juguler très vite l'inflation, le fait de prévenir le désancrage des anticipations, c'est-à-dire que l'inflation ne s'installe pas, ne se généralise pas, ne dure pas, est beaucoup plus, je dirais, l'apport le plus positif qu'une banque centrale peut apporter à la croissance. C'est essentiel. C'est essentiel. Parce que si jamais l'inflation se généralise, d'ailleurs vous l'avez vu, c'est pour ça que j'ai dit, j'insiste sur le fait qu'entre juin et maintenant, on a vu une diffusion vers les produits intérieurs et services, qu'on était à 4, on passe pratiquement à 3, qu'il y avait 40% qui ont été touchés
en janvier, que nous sommes presque aux 2/3 des sections qui sont touchées. Tout ça donne des éléments qu'on est en train peut-être de voir une inflation qui risque de se généraliser et qui risque de durer. Il faut tout de suite réagir contre cette situation-là. D'ailleurs, regardez ce que font les banques centrales. Regardez les banques centrales, que ce soit la Fed, que ce soit la BCE, que ce soit la Banque d'Angleterre, que ce soit la Suède, prenez les pays que vous voulez. Et nous, personnellement, j'estime que dans l'analyse économique, je partage ce point de vue, c'est qu'il vaut mieux payer un prix léger en ce qui concerne, en agissant sur l'inflation, notamment à travers le rehaussement du taux directeur de la Banque centrale, mais rapidement, efficacement, plutôt que d'attendre et de voir se généraliser et durer, peut-être plus haut encore. Alors à ce moment-là, vous serez obligé de prendre des mesures encore plus draconiennes et qui vont alors avoir des conséquences autrement plus négatives à la fois sur les particuliers et sur les entreprises. Voilà le problème. Voilà le problème. Maintenant, vous me posez la croissance. Bien sûr. Que font les pays? Et c'est là le rôle réciproque des missions réciproques des uns et des autres. Les missions des banques centrales, c'est de lutter contre l'inflation, de juguler l'inflation, de ramener le prix à un niveau qui soit compatible avec une croissance inclusive, durable, etc. Le reste, le pouvoir d'achat, la croissance, donc, et la croissance, ça, c'est le travail des gouvernements. Et ce qui nous a aidés encore à prendre cette mesure, c'est que nous avons estimé qu'en 2022, le gouvernement a pris pas mal de mesures dans ce sens-là. On oublie parfois, je rappelle les plus grosses choses. D'abord, la compensation. Quand le gouvernement ne monte pas les prix des produits de première nécessité, et qu'il passe la compensation de 16 milliards à 32 milliards, ça veut dire qu'il soutient le pouvoir d'achat de la population. Et donc celle qui va devoir subir l'inflation, nous luttons pour baisser l'inflation et lui apporte la contribution pour le maintien ou soutenir le pouvoir d'achat des populations. Ensuite, avec la sécheresse, il a mis les plans de 10 milliards. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Il y avait ce qui intéressait à la fois la production végétale animale, il y avait tout ce qui concernait l'assurance, il y avait tout ce qui concernait le crédit agricole. Et donc, puis, il y a eu tout ce qui a été fait au niveau du secteur touristique, du secteur des transports, de façon générale, le transport routier. Je peux vous assurer que pour moi-même, pour avoir une idée précise, eh bien, les transporteurs, jusqu'à aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons sur le plan budgétaire, 2,75 milliards de dirhams, et d'ici la fin de l'année, ça sera porté à 5 milliards de dirhams. Évidemment, j'ajouterai ce qu'ils ont négocié au titre du dialogue social. Ils ont négocié une augmentation à la fois du SMIC et du SMAG, avec 2 étapes, septembre de cette année, septembre de l'année prochaine, 5-5, et ils ont prévu que d'ici 2028, ils vont aligner le SMAG sur le SMIC. Donc là aussi, c'est un effort qui a été fait en ce qui concerne, je dirais, l'apport que peut apporter le gouvernement. Il ne faut pas oublier aussi que malgré l'aspect budgétaire, le gouvernement a continué à rembourser la TVA aux entreprises. Cette année, on a demandé, on a recensé, et on a pour 13 milliards de remboursement de TVA aux entreprises. Et il faut bien, là aussi, essayer de voir
qu'avec les augmentations de prix sur un plan international, en ce qui concerne les entreprises de construction, les marchés publics, ben, ils ont pris aussi quelques mesures de soutien. C'est-à-dire, ils ont essayé un petit peu d'éviter les pénalités de retard, de permettre l'annulation de certains marchés, etc., etc. Je suis pas là pour être l'avocat du gouvernement, mais j'essaie simplement d'expliquer la convergence de ce qu'on peut faire en période d'inflation qui est très haute, ce que peut faire la mission de la Banque centrale et ce que doit être la mission du gouvernement, de façon à ce que nous jugulons très rapidement le pouvoir, les pressions inflationnistes, et donc contribuer très rapidement à ce que la croissance reprenne, et de l'autre, le gouvernement a apporté la contribution au pouvoir d'achat des populations sous différentes formes, mais c'est le gouvernement qui évidemment négocie, c'est lui qui a négocié le dialogue social, c'est lui qui a vu les secteurs les plus touchés qu'il a touchés. J'y ajoute même les livres et les fournitures scolaires, etc. Moi, je n'ai pas en tête toute la liste de ce qui a été fait, mais il y a eu un effort assez consistant de la part du gouvernement de pouvoir apporter une contribution au maintien du pouvoir d'achat des populations, etc. Donc, impact qui pour nous est limité, eh bien, obligation que la mission de la Banque centrale le fasse rapidement, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on ira avec peut-être des mesures encore plus draconiennes, plus lourdes, et qui auront des conséquences autrement plus dommageables, et le gouvernement, bien, nous avons mesuré, dans le cadre de cette prise de décision, que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour essayer de contribuer à soulager le pouvoir d'achat des populations dans le cadre un petit peu de la conjoncture qui est là. Donc je crois que j'ai un petit peu répondu à votre première question. Bien, pour ce qui est du Trésor, sortir à l'international du Trésor. Non. Nous avons dit au Trésor, vous sortez, bon, on nous dit, on étudie. Il me semble, moi, que maintenant, les conditions sont de plus en plus difficiles. Hein, aussi bien sur le plan conjoncture, sur le plan... les gens sont... les marchés sont les fenêtres, disons, les bonnes fenêtres se referment ou ne sont pas là. Bien. Mais il faut bien dire une chose, c'est que le Trésor va essayer de mobiliser l'ensemble des concours extérieurs sous toutes ses formes, c'est-à-dire auprès des organisations internationales, auprès des partenaires bilatéraux, auprès peut-être des dons ou des aides exceptionnelles. Bon, il fera ce qu'il doit faire. Maintenant, au niveau du financement du Trésor, bon, ça ne pose à mon avis pas de problème, parce qu'il a au moins deux sources auprès de nous qu'il peut utiliser. Il peut utiliser la LPL, rien ne s'oppose à ce qu'il peut utiliser la LPL, et il peut utiliser les DTS. Il a les DTS, il a la LPL. Il a de quoi financer, et rien qu'encore, je vous l'avais dit la dernière fois et je le répète, rien qu'encore, je vous l'avais dit la dernière fois et je le répète, rien ne s'oppose à ce que le Trésor utilise ces deux sources auprès de nous, parce que c'est dans les statuts de Banque Mondiale. C'est pas contraire au statut de Banque Mondiale, et c'est pas contraire au statut des organisations internationales, notamment le Fonds monétaire, avec qui nous avons négocié, et la LPL et la DTS. Bien. Eh bien, l'appréciation du dirham, vous me donnez là aussi un argument. Hein. Je vais vous le dire. Lorsque nous avons pris la décision de ne pas bouger, eh bien, le dirham était en large appréciation. C'est-à-dire qu'il allait vers la borne supérieure d'appréciation. Et nous avons, à un moment donné, commencé, nous, à acheter des devises aux banques pour maintenir, je dirais, les fluctuations dans le cadre de la bande. Bien. Depuis quelques mois, le dirham se déprécie. Se déprécie
Il a même atteint 3 et quelques, 3,5, plus. Maintenant, il revient. Il se déprécie. On a interrogé, on a tenu les réunions avec les banques et avec les responsables des salles de marché. D'un côté, on leur dit, mais on voit les rentrées touristiques, les rentrées MRE exploser, disons pour les MRE. Août, on a explosé. Août, ça a été une explosion. Comment se fait-il que sur le plan des... ils nous disent qu'il y a des mouvements à l'import qui sont très importants. Céréaliers, énergétiques, demi-produits. D'ailleurs, c'est les chiffres que j'ai donnés dans le cadre de mon intervention. Et qui fait que les flux, malgré l'apport des MRE et malgré l'apport au niveau de la reprise touristique, ils ont poussé le dirham à la dépréciation. Maintenant, si on va vers la borne, au lieu de la borne d'appréciation, on va vers la borne de dépréciation. Là, on va faire des adjudications de devises pour le système bancaire. Et on restera dans le cadre un petit peu des bandes. Évidemment, hier, mardi, j'avais une vidéo avec l'agence Standard & Poor's et ils m'ont dit, ah oui, est-ce que vous ne passez pas à la deuxième phase encore une fois? Je dis, écoutez, je vois mal votre logique avec une conjoncture aussi incertaine. Et les incertitudes qui entourent cette conjoncture internationale, nationale, où même chaque jour apporte les nouvelles. Regardez ce qui se passe au niveau de la guerre russo-ukrainienne. On parle de mobilisation d'un côté, on parle que si l'intégrité est touchée, on va aller vers l'arme nucléaire. On se dit, mais où va-t-on? Tout ça comporte beaucoup d'incertitudes. Et d'ailleurs, quand vous lisez les notes et les rapports, d'ailleurs, que va sortir le Fonds monétaire international, tout le monde met l'accent sur ces incertitudes et explique même un petit peu les erreurs de projection. Le Fonds le dit d'ailleurs. Vous verrez dans le rapport du Fonds qui va sortir le mois prochain, des encadrés où il indique pourquoi, sur le plan des prévisions, il y a des erreurs, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, par conséquent, là aussi, si on n'avait pas augmenté notre taux, nous, de 50 points de base, croyez-moi que la dépréciation sera autrement, là aussi, plus importante et va jouer encore au niveau de l'inflation, au niveau de l'impact sur l'inflation. Et là aussi, c'est un point que nous avons pris en compte, bien sûr. Et ces évolutions, nous les voyons. Je crois que c'était vos questions, Yak. J'ai répondu. Je prends à gauche un homme, je crois qu'il était le premier à le prendre. Oui, شكرا سيدي الولي. يوسف الخضر من هسبريس. شنو المعطيات اللي تستندون عليها بخصوص التضخم العام المقبل 2.4؟ شنو سيدي؟ شنو المعطيات اللي كتستندوا عليها بخصوص توقع التضخم العام المقبل، خصوصا ان البنك الدولي مثلا صدر واحد التقرير متشائم بخصوص العام المقبل. السؤال الاخر على ذكر الاجراءات الحكوميه، بغينا الراي ديالكم بخصوص التاثير ديالها. مثلا واش دعم مهنيي النقل كان عنده تاثير على التضخم؟ مثلا وكون ما كانش هذا الدعم هذا، واش كان غادي يكون التضخم اكثر، مثلا يتجاوز 10% مثلا؟ او على ذكر صندوق النقد الدولي، واش ممكن نعرفوا اين وصلت المفاوضات؟ كان مرتقب انه يكون نقاش هذا الشهر هذا والشهر المقبل. واش بدات الصوره بخصوص حاجيات المغرب في هذا الصدد هذا؟ هادو 2.4 اللي قلت، هادو من المعطيات ديال اش تيقولوا له المندوبيه الساميه ديال التخطيط. منهم تناخذوا شهر بشهر، ناخذوا ما عندي ولا غادي نوزعوهم لكم في هذه ديالي، غادي يكون عندك شهر بشهر. لي نون ايشانجابل غير المتبادله غادي تشوفهم، غادي منهم تناخذوا فهمتي، وتنمشيو حنا عاود باش نشوفوا بصفه مدقه في هاد لي سيكسيون شكون هما اللي عملوا اكثر من 2%. لان 2% هذا هو الهدف ديالنا حنا باش نرجعوا 2%. هادشي اللي كنا قلنا في يونيو، قلنا على انه 2023 غادي نرجعوا ل2
هو المستهدف. اذا تنمشيو لهم باش ندقوهم. هنا جبرنا على انه هادشي غادي هو تيتوسع. كانت يلاه 40% دزنا على فوق 60% اللي تيتوسع له هاد الزيادات هادو. اذا هادشي بدا يتوسع وبدا يطول، لان منين خدينا الشهور جبنا شهر مو شهر هادشي تيتسع. لذا قلنا ودي هادشي راه ما بقاش غير مستورد، بطبيعه الحال مستورد من الخارج، ولكن داكشي اللي تنقولوا في يونيو اللي كنا تنقولوا كنا في منأى فيما يخص الداخل، ما بقيناش في منأى فيما يخص الداخل. ثانيا فيما يخص هادشي اللي قلتي لي ديال صندوق النقد الدولي، بطبيعه الحال راه كاين الاجتماعات ديال الشهر المقبل في واشنطن، وغادي تكون عندنا اجتماعات معهم بطبيعه الحال، وغادي نرجعوا معهم المناقشه فيما يخص هذاك الشيء ديال التسهيله الخاصه دلا مودولابل. وهما الشروط اللي كانوا قالوا على انه خص يكون واحد الاطار متوسط المدى فيما يخص الميزانيه ديال الدوله، باش يشوفوا على انه الاشياء ماشي في واحد الاتجاه، على ان الدوله مقابطه في التوازنات ديال الميزانيه ديالها. ثم شنا كانت النتائج مع الكافي، هادو هما الشروط، هادو غادي نمشيو غادي نذكروا عليهم. اولا راه كان اجتماع في شوتنبير مع المجموعه ديال الكافي في تنزانيا، والمغرب عمل تقدمات هائله. تنتمناو على الله على انه غادي يكون الاجتماع الاخير في 19 اكتوبر. اذا غنستنوا 19 اكتوبر باش نشوفوا شنو هو القرار او النصيحه اللي ليرجي غادي يقول الكافي في الاجتماع ديالو ديال باريس. واش زياره للمغرب معنا على انه المغرب غادي يخرج، ولا غادي يخليو المغرب في الاطار؟ الامال كثير، ولكن نشوفوا، لان حتى يمكن الوضعيه او تتطلب انه الواحد يكون متفائل، ولكن حتى تجي نتيجه ايجابيه عاد تكمل الفرحه. فهمتي؟ نتمنى على الله نخرجوا من هذا تقول اللائحه الرماديه، وغادي ذاك الساعات صندوق النقد الدولي هاد الشروط اللي كانت غادي تفتح. اذا غادي نفتحوا المجال ديال النقاش ذاك الساعات، معناه على انه شحال غادي نطلبوا، وشنو هو المده اللي غادي نطلبوا، وشنو هاد الزيارات اللي غادي تكونوا الى اخره الى اخره. هذا هو. شكرا. À droite, je prends successivement. Merci, Monsieur Louali. Adi Hlimi, Finance News. Monsieur Louali, en juin, vous nous disiez qu'augmenter le taux directeur aura un impact important sur une croissance qui est déjà fragile. Aujourd'hui, vous augmentez de 50 points de base et vous nous expliquez que l'impact sur la croissance sera minime de 0,1-0,2%. J'aimerais bien avoir plus d'explications sur pourquoi l'impact sera faible sur la croissance. Oui. Ma deuxième question concerne la décision en elle-même. On a bien compris la diffusion bien échangeable. Vos propos sont très clairs. Concernant l'ancrage maintenant, est-ce qu'une hausse de 50 points de base est suffisante pour l'ancrage, ou est-ce que, si nécessaire, vous allez augmenter le taux par la suite si vous jugez que l'ancrage n'est pas atteint? Et ma dernière question, Monsieur Louali, et je crois que c'est très important pour nous journalistes pour transmettre vos messages. Comment une hausse du taux directeur à 2% aura un impact sur l'inflation? Comment le consommateur va le voir? Quels sont les mécanismes de diffusion qui vont permettre de ralentir l'inflation grâce à votre décision d'aujourd'hui? Bien. Merci. Bien. D'abord, vous avez interprété ce que j'ai dit en juin. Je n'ai pas dit exactement ce que vous avez dit. Comme quoi la croissance est à tonne et que je soutiens la croissance. Ce n'est pas ma mission. Et ça m'étonnerait que je dise, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit et répété. Et ça, on a les enregistrements, on a les PV, tout ce que vous voulez. J'ai toujours soutenu
que la meilleure contribution d'une banque centrale à la croissance, c'est précisément de maintenir un niveau de prix acceptable qui puisse permettre à la fois aux particuliers et aux entreprises de faire leurs anticipations, que ce soit au titre d'investissement, au titre d'épargne, etc. C'est comme ça que je dis. Et je le répète. Et j'ai dû dire la même chose. Peut-être que parce que le niveau de la croissance était faible, que dans votre esprit, nous avons pris en compte cela. Non. Et je le répète, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit en répondant à votre collègue de l'économiste. Je lui ai dit, c'est notre meilleure contribution. Mais chacun fait son travail. Nous, notre mission, c'est la stabilité des prix, c'est de juguler une spirale inflationniste et surtout le désancrage en ce qui concerne les anticipations, parce que là, quand il y a les anticipations, tout un chacun fait en quelque sorte de lui-même ce qu'il projette de faire ou de ne pas faire. Bien. Regardez que nous avons été, je dirais, nous n'avons pas été dans la démesure. Et si je voulais aller au véritable objectif de 2%, supposez que maintenant, la Banque El Maghreb soit dans une politique de ciblage d'inflation et que la cible, on dit, c'est 2%. Ben, écoutez, quand vous dites ça, ben, vous faites tout pour défendre votre crédibilité, pour arriver à ce chiffre. Malgré les 0,50 points de base, je reste à 2,4. Je ne suis pas à 2. Et pourtant, je n'ai pas mis 0,75. J'ai mis 0,50. Enfin, le Conseil a retenu 0,50. Il n'a pas retenu 0,75. Nous en avons discuté. Nous n'avons pas retenu. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore, hein, externes, internes. Il faut bien le dire. Nous travaillons avec beaucoup d'incertitudes. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et l'intégrité morale pour dire que demain, peut-être que les données changent et que peut-être que c'est pour cela que nous avons insisté que le suivi sera très près. Et que lorsque nous l'avons dit en juin, nous avons déjà tenu parole. J'ai envoyé aux membres du Conseil, fin juillet, juste avant les départs en congé, une note d'actualisation alors qu'on s'est réunis en juin. Disons, voilà les données, toutes les données actualisées, de façon à ce qu'ils suivent de très près les évolutions qu'il y a. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons continuer de suivre, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais je n'ai pas mis 0,75. Alors qu'avec même 0,50, je reste encore au-dessus de la cible, en quelque sorte, de l'inflation. Maintenant, pour ce qui est de dire la croissance, vous avez dit 0,2, est-ce que nos modèles, c'est ce qu'ils nous ont donné. Maintenant, je concède, je vous concède, là aussi par esprit d'honnêteté, que l'impact est davantage psychologique. Bien sûr, elle est davantage psychologique. Ah oui, 0,50, on va toucher la croissance, etc. Mais quand vous faites vos modèles, vous voyez à quoi vous arrivez. Mais psychologiquement, les gens... Bon, comment on va y arriver? C'est comme on a fait toujours. C'est-à-dire, je vais me réunir avec les présidents des banques, je vais leur demander un suivi, un reporting, de voir comment tout ça va devoir être répercuté, non pas surrépercuté. Alors, d'un côté, de toutes les façons, 85 à 90% des contrats sont à taux fixe, donc que la révision ne se fera qu'au terme des échéances qui sont prévues dans les contrats. Mais quand les contrats viendront à être revus, il est nécessaire que, bien sûr, ils prennent en considération la décision de la Banque centrale, mais qu'ils n'en profitent pas pour faire du n'importe quoi. Et ça,
nous le suivrons de très près au niveau de la Banque centrale. Et puisque vous me posez la question, je vous réponds, bien, les patrons des banques m'entendent, je suis en direct, et ils savent que ce que je dis, je le fais, et de par conséquent, nous suivrons de très près bien, les répercussions de ce qui doit se faire en ce qui concerne cette augmentation vis-à-vis de la clientèle. Évidemment, quand vous agissez les banques centrales, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont essentiellement deux instruments. Taux directeur, réserve. Bon, on n'a pas touché à la réserve, elle est toujours à zéro. Mais quand on va dire, bien, écoutez, ce taux-là, on va le suivre pour voir un petit peu comment il va être appliqué, etc. C'est un suivi, il y aura des décalages, mais nous le suivrons de très près. Nous examinerons sur place, au niveau de nos inspections, au niveau du secteur bancaire, les dossiers qui nous paraissent surtout au titre de la PME et de la TPE, parce que la grande entreprise sait se défendre. Cela, on essaiera de regarder de plus près ce qu'il en est. Donc, c'est ça un petit peu ce que je voulais expliciter, et vous m'avez donné l'occasion de le faire. On a discuté le 0,75, on a évité. Même si nous sommes à 2,4, on accepte 2,4. Très bien, on va suivre. J'espère que nos prévisions, comme quoi ça va bien après 2022, bien ça va revenir, que sur le plan extérieur, les choses vont revenir. Mais avec ça, je vous dirai une chose. Que vous aurez pu relever. Regardez les autres pays. Nous avons la même chose. Les denrées alimentaires à prix volatile, nous avons l'énergie, nous avons en plus la sécheresse, et nos prévisions ne nous font pas tomber dans la récession. Parce qu'on aurait pu, avec quand même ces composantes, dire on va aller vers la récession, mais on n'y est pas. On n'y est pas, je touche du bois. Je touche du bois. On n'y est pas, heureusement. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on commence une campagne pluvieuse. C'est ça ce qu'il faut espérer. Bien, gauche. يلا سيدي شوف انا معكم حتى تسالي وي لنا اللي بغى ياخذ السؤال انا معك تفضل يا سيدي أزوج مصطفى الله يسنر تي نيوز. عندي ثلاثة ديال الأسئلة. السؤال الأول عنده علاقة بالتحويلات ديال مغاربة العالم لي زونفوا. عبرتوا في السابق على أن غتنخفض دابا 100 مليار دو درهم. واش ممكن تفسيرها بأن عندها علاقة بالمشكل اللي كنتو طرتو في جوان ديال الإميرو؟ peut-être ils anticipent les restrictions اللي غيتخذوا في أوروبا. كنتو صيفطتوا على إثرها ظرف 3. الموضوع ديال كافي كنتو تكلمتوا على 100 متر باركورير. شحال بقى في هاد لي 100 متر؟ شنو هو اللي باقي خصو يدار الآن؟ باعتباركم مستشار ديال الحكومة، الآن الحكومة كتهضر مع النقابات على كنتو تكلمتوا في الحماية الاجتماعية على ذاك لو كاب ديال 120 مليار ديال الدرهم بين الضريبة اللي كنجمعوا وبين لو بوتونسيال اللي كاين الآن. هذه مشيتي لي الصغيرات. لا غير على الآن في إطار دعم القدرة الشرائية ديال المغاربة، وتكلمتوا على بريطانيا، تكلمتوا على ألمانيا، خذوا دي مزور فيسكال لصالح الناس. حنا مازال ما وصلناش لهذا المستوى. الآن النقابات مع الحكومة كيناقشوا ضريبة على الدخل. الإصلاح 3 ديال المناظرات في الإصلاح الأخير تم الحديث عليها. كيفاش كتصوروا هذا الإصلاح من أجل دعم القدرة الشرائية ديال خصوصا الطبقة المتوسطة؟ كيفاش نتوما كمستشار ديال الحكومة اللي تقدموا المشورة تقدموا كيفاش كتشوفوا هذا القضية؟ غير تبكشي بزاف عاد ديال المستشار. هي كاينة في الستاتيو كاين، ولكن إلا طلبوا لي أنا مرحبا، ولا ما طلبوا ليش ما كاين بس ما كاين بس. أنا نجاوب. شوف، فعلا التحويلات احنا مشينا من الرقم اللي شفناه حتى الغشت
بها عملنا في الاطار ديال التوقعات ديالنا هادشي ديال 100 مليار، ما يقرب في الحقيقه هي 99 مليار. قلنا ودي بحال التصابيح 99 الشاهد، جبنا داك الشاهد قلنا 100 مليار. فهمتي؟ التفسير هو ولا شك عنده عدة جوانب، منها اللي قلت ذاك المرة، لأن الأزمة عندنا الإعانات ديال المواطنين عندهم تضايق في الدول الأوروبية، هادشي بدينا نشوفوه. فهمتيني؟ وهذا الشيء حتى ذاك الاتفاق راه المغرب حصل على أنه عاودوا يوخروا بعام. داك لي ديكلاراسيون اللي كان غادي يبدا، اللي قلت لكم في يونيو غادي يبدا، عاود اتفاق على انه غادي يمكن له يوقروا بعام. اذا في هذا الاطار هذا مازال خص، وعاود اكدت عليها على انه يكون اتصال باش نزيدوا نفهموا اشنو هو المعطيات في هذا الاتجاه. ولكن تنظن ربي تيصاوب الامور في هذا البلاد هذه، لان جا الخطاب الملكي واتجه لهم بصفه خاصه بدون حتى سيدنا ما كانش عنده هذه الارقام هذه، لان احنا خرجنا الارقام اخر غشت، هذا كان في الخطاب ديالو 20 غشت. فهمتي؟ انه اتجه لهم كل شيء عاون وتعاود هادشي راه غادي يزيد يساعد. فهمتيني؟ اذا الى هادشي ولا شك راه الحكومه نكبت عليها. انتم شفتوا ولا يقولوا له الكونسي ايكونوميك سوسيال راه عمل لجنه خاصه، وراحنا تناقشنا معهم، عطيناهم واحد العدد ديال المعلومات باش التفكير يكون في هذا الاطار، كيف يمكن يكون الاعانه، كيف يكون الدعم لهذه الفئه هذه بصفه خاصه. هذا جا في الوقت المناسب ديالو، لا سيما عود اللي ما جي في الوقت المناسب.